Bon, comme l'a rappelé tout à l'heure Pierre, en décembre 2019, j'avais engagé le diocèse dans 3 dynamiques, dont l'une d'elles concernait le respect de la création et toutes les questions environnementales, climatologiques, la préservation de la biodiversité, les transformations écologiques nécessaires pour que le souci du bien commun l'emporte sur la logique des intérêts particuliers. Évidemment, ceci était commandé par Laudato Si, et en particulier par ce petit passage que je cite: « Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. » Au fond, si j'ai une chose à dire en conclusion, c'est les choses peuvent changer. Et il y a urgence. Et il y a urgence. Le congrès de l'UICN, dont Pierre a fait état tout à l'heure, ce congrès était le premier mandat assigné à ce conseil Laudato Si que j'avais du coup décidé de créer en décembre 2019. Il fallait essayer de monter un exposé de la position de l'Église sur ces questions-là et de sa contribution. C'est ce qui nous a fait travailler au début, puis le congrès a été reporté, comme il l'a dit, de juin à janvier prochain, puis maintenant de janvier prochain à on ne sait pas quand. Et d'une certaine façon, le deuxième objectif est devenu premier, et je pense que ça, pour nous, finalement, c'est bien. Le deuxième objectif, c'était de travailler à tout ce que nous devrions faire évoluer très concrètement dans notre façon de vivre en Église diocésaine, afin de mieux correspondre aux exigences de cette nécessaire vigilance écologique. C'est-à-dire, il y a un travail de conversion de l'Église. Ça n'est pas chose facile. C'est pas chose facile. On l'a entendu tout à l'heure dans la table ronde. Il y a des choses qui nous écrasent. Il y a des choses, bon, on peut faire des choix petits. Mais comment avancer ensemble? Alors, le petit livre dont Pierre a parlé est très important. Je vous le conseille. Et il peut être un très bon outil pour les paroisses, pour les communautés, pour les petits groupes. Essayez de vous saisir de cela. Ça a été fait par le groupe de travail interdicastériel du Saint-Siège sur l'écologie intégrale. Ça s'appelle « En chemin pour la sauvegarde de la maison commune, 5 ans après Laudato Si ». Il devait y avoir beaucoup de choses qui auraient dû être organisées à Rome et un peu partout pour les 5 ans de l'encyclique, et puis le virus en a décidé autrement. Mais il y a eu ce petit livre avec une belle introduction, très intéressante, et ensuite des petites pistes. Il y a 2 fois 12 chapitres, avec chaque fois un état de la question, quelques extraits de Laudato Si, quelques bonnes pratiques, quelques bonnes bibliographies et quelques pistes d'action. Tout ça, ça tient à peu près en 4 pages. Vous voyez, c'est quand même... Le format n'est pas grand, c'est écrit gros, il y a des marges. Donc si vous prenez ce livre, à mon avis, pour les petits groupes, pour les paroisses, tout le monde doit arriver à se dire, ben moi je vais travailler cette direction-là, et il y a des pistes d'action, et notre petit groupe il va avancer. J'insiste pour qu'on essaye d'avancer en Église, c'est-à-dire par des petits groupes. J'insiste là-dessus. Parce que sinon, c'est l'un qui dit « oui, mais moi, je veux plutôt être vegan », l'autre il dit « ah non, moi non, moi j'aurais levé la douche », l'autre il augmente ça. Mais d'accord, très bien. Et qu'on avance en Église, qu'on travaille, qu'on analyse la situation. Et il y a urgence. Il y a urgence, et je voudrais encore ajouter une chose, c'est que c'est vrai que le virus qui nous assaille là, a montré aussi l'extrême fragilité de notre société. D'une certaine façon, si je puis dire, il travaille pour nous. C'est-à-dire qu'il montre que ces préoccupations ne sont pas juste un passe-temps pour des gens qui auraient du temps à perdre. Il montre l'extrême fragilité de la situation du monde. Il montre aussi l'extrême interdépendance dans laquelle nous sommes. Et donc, il montre la nécessité de réfléchir à ce que nous devons faire, et ce que nous pouvons faire. C'est-à-dire que le Conseil a peut-être perdu en occasion de visibilité, mais il a beaucoup gagné en évidence de légitimité. Et ça, il faut pouvoir s'appuyer dessus. Il y a urgence. Ça vous rappelez peut-être de cette belle image du pape sur la place Saint-Pierre tout seul au mois de mars dernier, et je cite un passage de ce qu'il avait dit, que vous avez en tête certainement.
Nous sommes allés de l'avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les domaines. Avides de gains, nous nous sommes laissés absorber par les choses et étourdir par la hâte. Nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et à des injustices planétaires. Nous n'avons pas écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. Nous avons continué notre route imperturbable, en pensant rester toujours sains dans un monde malade. Il est vraiment temps de passer à l'action, même si le contexte est paralysant aujourd'hui. Il est temps de passer à l'action. Et, puisque Pierre l'a dit tout à l'heure, je signale le lien très étroit qu'il y aura entre Laudato Si et Fratelli Tutti. Et ce lien, il importe de le mettre en évidence, c'est-à-dire que déjà dans Laudato Si, on écoute la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Et peut-être ce soir, il faut le souligner, la crise n'est pas qu'une crise environnementale. Quand on parle d'écologie intégrale, il faut regarder les questions environnementales, les questions sociales, les questions culturelles et les questions spirituelles. Pour le coup, ça aussi c'est lié. Il me semble qu'à Marseille, parce que c'est Marseille, nous sommes aux prises très sérieusement avec la crise sociale. Au point même qu'elle fait passer presque au deuxième plan les questions environnementales. Qu'on a aussi, parce que le décor ici nous y oblige, parce que la nature est proche, parce qu'un Marseillais qui se respecte, de quelque côté qu'on soit à Marseille, de quelque point qu'on soit, on voit la non-ville. Il n'y a pas beaucoup de grandes villes à ma connaissance, d'où, où qu'on soit dans la ville, on voit la non-ville. Soit on voit la mer, soit on voit les collines. On a une responsabilité ici, parce qu'on sait ce que le respect de la nature veut dire, et aussi parce qu'on sait ce que la pauvreté et la clameur des pauvres veut dire. Donc, j'encourage notre Église et notre Conseil à ne pas en rester aux questions environnementales, mais à travailler sur ce qui fait l'originalité de la parole de l'Église sur ces questions, c'est qu'elle lie questions environnementales et questions sociales. Ceci est très important si nous voulons déployer non seulement Laudato Si, mais aussi Fratelli Tutti, mais aussi l'enseignement de l'Église longtemps, même si nous nous en tenons là à ces deux encycliques. Donc, il y a urgence et dans cette ligne-là. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est le fait que, ça a été dit tout à l'heure par Sylvain et par Charlotte, sur le fait qu'il y ait ce lien dans cette soirée entre ce conseil et le service de Césaire de la pastorale familiale. C'est qu'il y a entre les deux une grande cohérence. Et à mes yeux, c'est très important de le souligner. Il y a une cohérence entre ces deux préoccupations majeures de notre diocèse, toutes les deux fondées sur la doctrine sociale de l'Église. Dans Laudato Si, c'est au numéro 213, le pape écrit « Je veux souligner l'importance centrale de la famille, parce qu'elle est le lieu où la vie, don de Dieu, peut être convenablement accueillie et protégée contre les nombreuses attaques auxquelles elle est exposée. Le lieu où elle peut se développer suivant les exigences d'une croissance humaine authentique. Contre ce qu'on appelle la culture de la mort, la famille constitue le lieu de la culture de la vie. » Et le pape, ensuite, il donne des exemples. Il dit, ben voilà, parce que c'est dans la famille qu'on cultive les premiers réflexes d'amour, de préservation de la vie, l'utilisation correcte des choses, l'ordre et la propreté. Bon, ça peut on fait ce qu'on peut. Le respect pour l'écosystème local, la protection, etc., etc. Et donc, je souhaite que, en s'inspirant du document dont j'ai parlé, qui comporte d'ailleurs un chapitre sur la question de la famille, je souhaite qu'en s'inspirant de ce document, on puisse dégager quelques pistes d'action pour les familles du diocèse. Par exemple, consolider au sein des familles l'apprentissage de la conversion écologique, du tri, développer dans les familles le respect des êtres humains, de tous les êtres humains, l'apprentissage de l'émerveillement devant la création, l'apprentissage de la solidarité, de la courtoisie, du pardon, de la responsabilité. Je souhaite aussi qu'on puisse, à partir de là, encourager les États à promouvoir des politiques intelligentes de développement familial, soutenir les parents isolés dans l'éducation des enfants, qui aujourd'hui, par exemple, ne s'inquiéteraient pas de la question du décrochage scolaire, qui ne voit les effets à long terme d'un phénomène qu'on n'arrive pas à endiguer actuellement,
qui risque de s'étendre encore et qui joue beaucoup sur la situation des familles. Qui ne voit qu'il y a un lien entre la crise économique dans laquelle nous entrons et le chômage et les familles? Qui ne voit donc finalement que toutes ces choses-là doivent essayer de progresser ensemble et que nous ne pouvons pas traiter les unes à côté des autres? Donc, je pense que là, et la table ronde l'a montré tout à l'heure, il y a urgence. Et l'urgence consiste aussi à soigner la cohérence de vie. Pour chacun, pour les familles et pour les communautés. Urgence et cohérence. Et je rajoute un dernier mot pour finir. Figurez-vous que ces jours-ci, on m'a offert un livre qui raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Jean Hérald. Je ne le connaissais pas. Ce type est né en 1922 dans la Nièvre. 1922, c'est l'année, d'abord Hérald, c'est un nom basque. Ça s'écrit E-Y-H-E-R-A-L-D-E. Donc il aurait fallu dire Hérald. C'est un nom basque. À Marseille, on connaît un autre nom basque qui est né aussi en 1922, c'était Etchegaray. Celui-là, il est né en 1922. Ensuite, il est parti en Algérie. Et puis, quand il est revenu en 1936, sa famille s'est installée du côté d'Annecy. Puis, il est devenu prêtre et il a été le curé d'Argentière. Vous voyez, Argentière, dans la belle vallée de Chamonix. Et cet homme, prêtre, curé d'Argentière, a très vite compris que la sensibilité à l'environnement, la connaissance de la faune et de la flore, le respect de l'environnement et de la création était l'une des choses sur lesquelles il fallait mettre l'accent parce que les générations futures en auraient besoin. En 1971, il a créé une petite association pour le col des Montées, pour faire un espèce de jardin, vous connaissez peut-être certains d'entre vous, moi je suis déjà allé, de découverte de la nature. C'est à lui qu'on doit la création de l'espace, comment on appelle ça, la réserve des Aiguilles Rouges. C'est à lui et à d'autres qu'on doit la création du chalet laboratoire du col des Montées, qui est un lieu où on apprend aux enfants, aux familles, à regarder, à s'émerveiller, à comprendre, voilà, etc. Et cet homme-là, qui donc a des liens avec Marseille, non pas seulement à cause de son nom, mais parce que venant à Annecy, il a fait son séminaire avec un autre cardinal de chez nous, le cardinal Coffi, qu'ensuite ils se sont retrouvés à plusieurs moments. Mais si je dis ça, c'est parce qu'il a eu un lien autre avec Marseille, qui est que il y a à Marseille un établissement scolaire qui s'appelle la Petite Œuvre, dont la tutelle était les filles de la Charité. Et cette petite œuvre, ce père Hérald, les a aidés à acheter un chalet à Montroc, à côté d'Argentière, pour que des tas d'enfants, et à la petite œuvre, elle est située du côté de la rue Paradis, mais les familles qui envoient leurs enfants là viennent pour la plupart des quartiers nord. Et grâce à ce père Hérald, qui avait travaillé sur les questions environnementales, et grâce au lien avec cet établissement scolaire de Marseille qui accueille des familles de quartiers en difficulté, pendant 47 ans, des centaines et des centaines d'enfants de Marseille sont allés du côté de Chamonix et ont été initiés à la nature, à l'environnement et à la vie fraternelle. Cet exemple-là, pour moi, ce bouquin me l'a offert il y a quelques jours à peine, mais je l'ai dévoré. Et en pensant à notre soirée de ce soir, je me disais, oui, vraiment, il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Et il ne faut pas chercher des choses trop compliquées. Il faut chercher comment nous, ici à Marseille, nous pouvons aider les plus jeunes à entrer dans ce double regard d'émerveillement devant la création et donc de respect, et aussi de fraternité avec les plus pauvres, et donc de création de lieux qui sont capables de faire émerger cette fraternité. Nous, à Marseille, nous avons cette mission, et ce père Hérald, que je viens d'évoquer, et que je ne connaissais pas il y a quelques jours, je l'ai retenu pour ce soir, parce qu'il me paraît être un bon stimulant pour dire que c'est le moment de passer à l'action, et que bien les choses sont possibles, c'est pas la peine de chercher trop loin, il faut juste avancer pas après pas, et si possible, en communauté. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je remercie beaucoup tous ceux qui se sont engagés sur ce chemin. Je remercie
celles et ceux qui ont participé à la table ronde, parce qu'on voit bien que c'est difficile d'y voir clair et qu'on a besoin d'être éclairé pour cela. Je remercie la pastorale familiale pour tout le travail qu'ils font aussi dans ce sens-là. Et puis à vous tous, je souhaite simplement bon courage pour la suite, en vous remerciant. Urgence, cohérence, espérance.